petit pays. Algérie? Mais qu'est-ce que tu fais là? Bah oui, on fait pas une vidéo sur l'Algérie? Non, non, c'est sur le Maroc. Bienvenue dans cette vidéo sur le Maroc. Le Maroc l'a emporté haut la main lors du dernier sondage sur Twitter. Bravo à lui, merci. Alors bravo à lui, mais moi j'étais même pas dans le sondage et je pense que j'aurais fait un meilleur score. Eh bien lors du prochain sondage, peut-être qu'il y aura l'Algérie aussi, hein, qui sait. La date officielle de création du Maroc, c'est l'année 788 ou 789. C'est une date que les historiens donnent, mais évidemment, il s'était déjà passé des choses avant. Le territoire actuel du Maroc est peuplé par des Berbères avant la fondation du Maroc. On y trouve notamment la tribu Berghouata. C'est au 7e siècle que les Arabes arrivent dans ce qui s'appelleront le Maghreb. L'Empire arabe est appelé le Califat islamique, ou le Califat Rachidoun à cette époque. À partir de 661, le Califat est appelé Califat Omeyyade, car c'est la dynastie des Omeyyades qui prend le pouvoir. L'Empire va continuer à s'étendre vers le territoire qu'on appelait la Mauritanie vers l'an 700, puis même la péninsule ibérique. Évidemment, l'arrivée des Arabes ne va pas se faire tranquillement, puisqu'il y aura des Berbères qui vont se rebeller. Et à partir des années 740, on parle de la grande révolte berbère. Cette révolte va permettre la création de plein de petits états berbères, dont la tribu Berghouata citée précédemment. Mais parmi les tribus qui luttent contre la conquête arabe, il y a la tribu Awerba. De l'autre côté, en Arabie, il y a Idriss, un arabe du coup, qui conteste le pouvoir en place dans le califat islamique. Il va perdre et va fuir tout à l'ouest, allant dans la tribu Awerba en 788, où il se proclamera roi à Walili en 789. C'est la naissance du Maroc avec Idriss Ier. Oh oui, youpi, me voilà enfin! Alors oui, mais tu es encore tout rikiki. Idriss lance une première dynastie, la dynastie des Idrissides avec Fès comme capitale, et dans les années 790, le territoire va s'agrandir notamment jusqu'à Tlemcen. Le territoire évoluera peu, il restera même assez discret. Au Xe siècle, l'émirat de Cordoue se développe d'un côté et l'Ifriqiya de l'autre. Ces deux états vont devenir puissants et encercler le petit Maroc. Dès 925, une armée de l'Ifriqiya qui est dirigée par la dynastie des Fatimides arrive à Fès et prend le contrôle du Maroc. Débute une période sombre pour le Maroc où la dynastie idrisside perd son influence sur son propre territoire au profit du puissant voisin fatimide. Par la suite, même Cordoue attaque le Maroc pour occuper son territoire et ensuite, c'est le néant. Jusqu'en 1040 avec l'arrivée d'une dynastie à Aghmat, mais qui ne contrôle pas grand-chose à ce moment-là. En 1062, après plusieurs années de conquête, notamment au sud, ils fondent la ville de Marrakech qui devient la nouvelle capitale du Maroc. Et de là, ils conquièrent tout le nord du Maroc, et même au-delà, puisque dans les années 1080, les Marocains vont même récupérer l'Andalousie. L'Andalousie était déjà islamisée à l'époque. Et c'est ainsi que naît le Maroc. Attends, j'ai pas suivi l'histoire. J'étais pas déjà né en 789 ? Alors petite précision importante, on retient deux dates pour la fondation du Maroc. La première est l'année 789 qui correspond aux Idrissides à Fès, mais vu que leur état disparaît avec les envahissements extérieurs, on peut désigner la dynastie des Almoravides comme la première continue à l'histoire actuelle. Mais la dynastie des Almoravides ne va pas rester au pouvoir très longtemps, moins d'un siècle après l'unification du Maroc. C'est au XIIe siècle qu'apparaît un certain Ibn Tumert, très religieux et très conservateur. Il va critiquer le régime politique et sera éjecté de Marrakech. Il partira dans la campagne, créer un groupe rebelle. Entre-temps, le Maroc continue ses avancées au nord et va gagner la bataille de Fraga en 1134 contre le royaume d'Aragon, ce qui permettra de limiter les Espagnols dans la Reconquista. Ibn Tumert, lui, était déjà mort en 1130, mais avait réussi à constituer une armée rebelle dans le sud du Maroc. En une dizaine d'années, cette armée rebelle va devenir de plus en plus puissante, en s'alliant à diverses tribus berbères. La dynastie almoravide va finir par fuir et les héritiers mourront, ce qui laissera Marrakech aux rebelles. C'est Abd al-Moumin qui était devenu le chef des rebelles à la mort d'Ibn Tumert. Il prend Marrakech en 1147 et une partie de l'Andalousie. En se proclamant calife à la place des Almoravides, il crée une nouvelle dynastie au Maroc, la dynastie des Almohades. Bon j'ai encore changé de dynastie, décidément. Au pouvoir, Abd al-Moumin ne va pas se contenter du Maroc d'origine. Il va mettre du temps pour continuer de conquérir les territoires en Andalousie. À l'est, on trouve le sultanat de Béjaïa. Le Maroc va l'annexer dans les années 1150, mais il ira même au-delà en Ifriqiya. L'Ifriqiya, peuplé par des Berbères puis arabisé, avait été annexé par le royaume de Sicile, lui-même dominé par les Normands. Ce territoire, dont la capitale est Tunis, est pris par le Maroc qui n'a jamais été aussi grand. Après la mort d'Abd al-Moumin en 1163, le Maroc va continuer les conquêtes en Al-Andalus. Le souverain suivant est Abou Yacoub Youssouf, à partir de 1163. Il continuera la consolidation de l'Andalousie,
Il fait notamment construire la mosquée de Séville. Il développe aussi la façade atlantique avec la ville de Rabat qui avait été fondée quelques années plus tôt. Son fils qui prend sa succession est Abou Youssouf Yacoub en 1184. C'est presque le même nom mais en inversé. Entre-temps, la Reconquista continue. Les différents États espagnols mènent des guerres contre les États andalous, mais il y a un État qui s'est fait plus remarquer que les autres, la Castille. Avant la fin du XIe siècle, la Castille n'est qu'un petit État au nord de l'Ibérie. En 1085, la Castille récupère le royaume de Tolède, un royaume musulman qui s'était émancipé du Maroc. Et ouais, je récupère des territoires, moi. Trop impressionnant ce qu'a fait la Castille. Oh là là. Ce territoire de Tolède devient la nouvelle Castille, et tous les yeux sont rivés vers ce petit royaume espagnol qui s'impose. Mais la Castille va perdre plusieurs batailles par la suite, notamment contre les Almoravides. Mais en 1139, la Castille avec ses alliés espagnols gagne une bataille à Oreja. Il y a ensuite une période de stagnation jusqu'à ce que la Castille récupère Cuenca en 1177. Le Maroc demande une trêve. Bon écoute Castille, il vaut mieux qu'on fasse une petite trêve là. Très bien. Mettons en pause nos différends. Mais dans les années 1190, les rébellions reprennent et en 1194, la Castille en profite pour saccager des territoires arabes, profitant des troubles de changement de monarque au Maroc. Le Maroc, très énervé, je suis très énervé, attaque la Castille en retour en 1195. C'est la bataille d'Alarcos. Le Maroc gagne largement, c'en est désormais fini pour la Castille. Ça t'apprendra, petit État insolent. Non, j'ai perdu. Oh non, 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 non. Le Maroc se porte très bien, il a unifié l'Andalousie, l'Afrique, la Numidie autour de son empire. Le Maroc va même récupérer les îles Baléares. Oh non, mais là c'est trop, non, 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 non. Les pays espagnols s'inquiètent, mais heureusement pour eux, s'inquiète aussi le pape. Bon, les Espagnols, vous savez pourquoi vous n'arrivez pas à vous en prendre aux Arabes? Bon, je vous le dis pourquoi. C'est parce que vous n'êtes pas coordonnés. Vous devez vous unifier pour bien les combattre. Bref, au début du XIIIe siècle, les différents États espagnols se préparent à faire non pas une simple guerre, mais une croisade. Un appel à croisade est lancé et de nombreux soldats de l'Europe de l'Ouest courent les aider. Le Maroc sait que la trêve va bientôt se terminer et commence à préparer son armée en Andalousie. Les armées espagnoles et chrétiennes arrivent en territoire marocain pour finalement croiser les armées almohades. Le 16 juillet 1212 est lancée la bataille de Las Navas de Tolosa. C'est une immense victoire pour les Espagnols et surtout la Castille. L'armée marocaine est obligée de fuir. Oh non, mais c'est quoi ce gros échec là? Il faut qu'on oublie cette histoire, on me croyait invincible. L'échec se ressent même au sein du territoire marocain. La confiance en la dynastie almohade se perd. Des rébellions touchent l'Andalousie, puis le Maroc, puis l'Ifriqiya. En 1228, l'Ifriqiya se proclame indépendante. Le Maroc ne peut rien faire. En 1235, c'est la Numidie qui se proclame indépendante du Maroc. Puis entre les années 1220 et 1230, plein de petits États musulmans se proclament indépendants en Andalousie. Oh non, je suis en train de tout perdre. Mais pourquoi j'ai perdu cette terrible bataille? Finalement, parmi les rébellions au sein du Maroc, un groupe armé puissant se crée dans le Rif par des Berbères, qui créent une dynastie, les Mérinides. En 1248, ils prennent Fès, puis en 1269, ils prennent la capitale du Maroc, Marrakech. C'est officiel, la dynastie des Almohades tombe, et c'est celle des Mérinides qui prend le pouvoir. J'ai encore changé de dynastie, décidément, mais en même temps, j'ai tout perdu. Mais la Reconquista a continué vu que les nombreux petits États musulmans sont peu puissants. On parle de Taïfa. Cordoue, capitale historique, est prise par les Espagnols en 1236, puis c'est Séville en 1248. Le royaume de Grenade voit le jour pendant cette période, et il tente de se consolider le plus possible. Quand les Mérinides arrivent au pouvoir au Maroc, ils vont tout faire pour soutenir le petit État musulman. Écoute Grenade, tu es pratiquement le dernier État musulman en Ibérie. Je vais tout faire pour te soutenir. Oh, merci Maroc! Mais c'est un échec puisqu'une coalition ibérique infligera une lourde défaite au Maroc. Mais le Maroc arrive à récupérer Tlemcen dans les années 1330. Mais ça reste une période trouble. En plus, il y a la peste qui arrive et qui fait perdre Tlemcen par la suite. Et le pouvoir royal est de plus en plus influencé par les vizirs. En 1358, le roi Mérinide est même tué par ses vizirs. Le Maroc tente de rester discret et de suivre. Bah oui, c'est pas facile ce que je suis en train de vivre. Le Maroc va subir différentes crises politiques. Les vizirs vont à la fin du XIVe siècle tenter plusieurs fois d'arranger leur gouvernement et placer des rois fantoches tout en respectant la dynastie mérinide. Puis il y a une rébellion à Marrakech et le Maroc est même scindé en deux. Non mais c'est pas possible, je veux redevenir un état tranquille moi s'il vous plaît. En 1400, rien n'a évolué et ça sera pareil jusqu'en 1465 où la famille royale mérinide est massacrée. Là pour le Maroc c'est une période de trouble. Précisons qu'en 1415, le Portugal prend la ville de Ceuta pour avoir un avant-poste en Afrique. Les Espagnols, eux,
prennent les îles Canaries qui n'étaient pas du tout occupées par le Maroc, mais peuplées par des Berbères. Dans ce contexte, intervient la famille Ouattas, qui a une certaine influence dans le gouvernement et qui va tenter de réaliser un coup d'État. Mais c'est un échec en 1459 et les membres de la famille sont massacrés. Mohammad al-Sheikh, un survivant, prend la ville de Fès en 1471 et en 1472, il fonde une nouvelle dynastie au Maroc, la dynastie Ouattasside. Me voilà avec une nouvelle dynastie. Et j'ai encore changé de capitale. Mais le nouveau Maroc avec Fès pour capitale reste limité. Marrakech est encore indépendante. Pour le Maroc, cette période est une catastrophe. L'Andalousie n'étant pratiquement plus protégée, les Espagnols arrivent à tout annexer. En 1492, il n'y a plus d'État musulman en Ibérie. C'est la fin de la Reconquista. Ils iront même de l'autre côté de la mer en 1497 en prenant la ville de Melilla. La période des Ouattassides ne va donc pas être très glorieuse. Ah bah c'est pas très gentil pour cette dynastie. En même temps, c'est une dynastie qui n'a fait que tenter des coups d'État. Au début du XVIe siècle, le Maroc tente de récupérer des territoires au nord, mais il n'y arrive pas. Le sud, quant à lui, est encore aux mains des rebelles. C'est là qu'apparaît la dynastie des Saadiens, qui prend le pouvoir dans le sud. Ils arrivent à Marrakech en 1524 et en font leur capitale. Il y a en quelque sorte un Maroc du Nord et un Maroc du Sud. Mais dans les faits, c'est le Maroc du Nord le vrai Maroc. Bon, du coup, je fais quoi de cet État au sud qui prend toujours plus d'influence ? Eh bien, les Saadiens prennent Fès et le reste du Maroc dans les années 1550. Ils prennent donc le pouvoir. Sauf qu'on est dans les années 1550. Oui, alors j'ai changé de dynastie, moi. Eh bien, dans les années 1550, c'est l'arrivée des Ottomans. En effet, la Turquie ottomane récupère de nombreux territoires en Afrique du Nord, dont la Numidie. Ils vont donc intervenir au Maroc en essayant de remettre un roi ouattasside, mais sans succès. Bon voilà, j'ai changé de dynastie, il faut que je me reprenne en main. Le Portugal et l'Espagne sont devenus deux pays puissants de la péninsule ibérique. Plus de petits états arabes ou musulmans pour les déranger, devenus gourmands, les deux nations européennes veulent dominer l'Afrique du Nord. Le Portugal a un grand projet. Je pense que je vais tenter de profiter des faiblesses du Maroc pour l'attaquer. En 1578, le Portugal arrive au Maroc. Le Maroc sera aidé par l'Empire ottoman. T'inquiète, je vais venir t'aider. Je suis en lutte contre eux en Numidie. C'est la bataille des trois rois. Et le Maroc gagne contre le Portugal et tous ses mercenaires. Le Portugal vivra une période de crise suite à cette défaite. Le pays sera même annexé par l'Espagne et en devenant indépendant perdra certaines de ses colonies comme Ceuta qui restera espagnole au lieu de redevenir portugaise. Ah ben c'est bien fait pour lui. Ahmed al-Mansour prend la succession suite à la mort de son frère lors de la bataille. C'est le début d'une période faste pour le Maroc. Le pays vient de vivre plein de troubles politiques. Il faut bien que ça cesse. Le Maroc connaît cependant quelques problèmes, mais il saura en faire une force. En fait, l'Espagne devient de plus en plus riche grâce à la colonisation de l'Amérique. L'Espagne récupère de l'or et met en péril les routes du Moyen-Orient. Le Maroc, connaissant aussi une légère instabilité politique avec l'arrivée de nombreux musulmans originaires d'Andalousie, décide d'envoyer des mercenaires vers le sud, là où on trouve l'empire Sonrai, qui domine le marché de l'or en Afrique. En 1591 a lieu la bataille de Tondibi et le Maroc gagne contre l'empire soudanais. Le Maroc veut récupérer de l'or et met en place une colonie qu'on appelle le Soudan marocain. Ahmed el-Mansour meurt en 1603,